Bonjour Achille. Bonsoir, plutôt. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Donc on a eu une bonne séance la semaine dernière. Donc j'ai décidé de te réinviter à nouveau. Merci. Et aujourd'hui on va aborder donc un thème important. C'est l'importance de se poser et de poser des questions. On pense que les gens ne se posent pas suffisamment de questions, ne planifient pas assez leur vie. Et donc ensemble, voilà, on va essayer de voir. J'ai préparé 4 questions d'avance. D'accord. Et essayer de faire penser les gens sur ces questions. On va bien entendu donner notre avis, qu'on a réfléchi. On s'est posé les pour, les contre. Moi, par exemple, j'écris dans mon journal. Toi aussi, je pense que tu as un petit carnet, c'est ça? Oui, tout à fait. En effet, oui. Donc voilà, après ça, c'est quelque chose que j'encourage à faire, bien entendu. Que vous soyez d'accord ou pas, réfléchissez. Construisez vraiment quelque chose. Écoutez votre cœur. Voilà. Et ensuite, après, on discutera. S'il n'y a pas de réflexion personnelle, c'est difficile de vraiment avoir une argumentation qui nous fait avancer tous ensemble. Voilà. Donc, déjà, importance. On va rappeler que Socrate, ce qu'il a fait dans sa vie, finalement, c'est juste marcher dans la ville, aller dans les banquets et poser des questions. Et c'est comme ça que c'est devenu l'homme le plus cultivé, finalement, d'Athènes. Et donc, c'est vrai que cette importance des questions, il y a parfois, ce qui me surprend grandement, en fait, c'est que, par exemple, tu as quelqu'un qui réussit dans un domaine. Et la plupart des gens, et même moi, j'ai été coupable de ça à un certain moment, au lieu de se poser la question de qu'est-ce qu'il a fait pour y arriver, et même pourquoi pas de lui demander à la personne, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de succès, qui sont très ouverts à répondre à ce genre de questions. Comme moi, d'ailleurs, je le serai au moment où, quand tu grandis, parce que quand tu as envie d'être un mentor au bout d'un moment. Et au lieu de se poser la question donc, de comment, les gens ils disent, ils préfèrent critiquer, en fait. Qu'est-ce que ça reflète, ça, tu penses, Achille? Alors, très intéressante la comparaison avec Socrate. Je vais commencer tout d'abord par développer en fait mon discours sur si je puis dire, la deuxième question de la question, qui est l'importance de poser des questions. Socrate, comme tu le rappelais très bien, Geoffrey, déambulait, alors non pas que dans des banquets, parce que souvent il n'était pas invité, parce que voilà, il n'était pas. Alors en grec, je sais plus comment on dit, mais en tout cas l'équivalent c'est le sens patricien du terme, de noble. Il n'était pas admis en fait à ce genre d'événements importants, donc de classe. Néanmoins, alors ça lui est arrivé apparemment, après on n'a pas de source sûre parce que Socrate c'est un peu compliqué, voilà, c'est un peu loin. C'est un peu longtemps en plus, il ne l'a pas écrit en plus. Exactement, mais selon les sources les plus sérieuses dont on dispose aujourd'hui, les peu de sources les plus sérieuses, c'était plutôt une espèce de saltimbanque qui déambulait dans les rues d'Athènes et puis même dans d'autres cités grecques. Mais là où tu as entièrement raison, c'est qu'il il faisait quelque chose de très 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 intéressant qui en fait aujourd'hui se perd, c'est qu'il accostait les gens dans la rue, il leur posait des questions. Aujourd'hui, je pense que l'importance se situe clairement dans cette idée-là, parce que tout simplement poser une question, c'est s'intéresser à l'autre. Quand on s'intéresse à l'autre, on s'intéresse à soi. Et quand on pose des questions à l'autre, c'est pour répondre à des interrogations que l'on se pose soi-même. Que ce soit sur divers sujets. Alors, ça peut être professionnel, ça peut être philosophique, ça peut être comment des conseils sur comment faire pour atteindre un certain objectif. Gérer sa famille, atteindre un objectif. Ça va mal professionnellement, comment je fais? Comment on fait avec telle réforme promulguée par par l'État, par exemple? La vie de la société, en somme. Poser des questions. Pourquoi en fait, et j'insistais sur cette notion de poser des questions, c'est j'ai toujours je mets toujours un point d'honneur à l'observation dans la société actuelle dans laquelle je vis, qui débouche sur une réflexion que je me fais après, et c'est si vous voulez, c'est mon schéma de construction. Donc aujourd'hui,
Est-ce que c'est ça la vraie philosophie, justement? C'est une bonne question. En tout cas, c'est la mienne. Et c'est vrai que je pense que c'est un schéma intéressant parce que on part de sa propre existence. Moi, je parle de ma. Alors, j'ai parlé de Socrate, mais justement, en fait, pourquoi Socrate? Parce que je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, on ne posait plus de questions. Et alors que Socrate posait des questions. Voilà, pour simplifier les choses. Dans ma sphère quotidienne, les individus que je rencontre aujourd'hui, des nouveaux amis que je me fais, les gens que je rencontre au café, dans des soirées chez des amis, dans des fêtes, au sport, enfin bref, peu importe, tous mes cercles sociaux aujourd'hui sont, si vous voulez, investis par des personnes qui aujourd'hui, je trouve, ne posent pas beaucoup de questions. D'ailleurs, quand tu m'as abordé le premier coup, c'est moi qui suis venu à la table et tu m'as dit, c'est toi Geoffrey le protestant. Alors j'ai commencé par une question. Oui, effectivement, parce que j'ai eu des échos. Voilà. On m'avait parlé de toi et c'est vrai que j'ai posé une question. Alors bon, vous allez me dire oui, ça dépend des personnalités. Il y a telle personne qui est plus avenante, d'autres. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les conversations sont assez stériles. Les gens, quand je dis les gens, oui, j'ai tendance à observer qu'on parle beaucoup de soi. Une conversation aujourd'hui dans un bar, c'est moi, je fais ci, je travaille dans ça, j'aime ça, etc., etc. Et puis il y a un blanc, et puis l'autre, la personne en face, renchérit sur la même chose. C'est-à-dire, à son tour, elle explique ce qu'elle fait, ce qu'elle aime, etc., etc. Et c'est compliqué d'avoir vraiment une discussion où on relance avec des questions. Qu'est-ce que tu fais? Et toi, bêtement, tu vas manger quoi ce soir? Enfin, des bêtes trucs, mais je veux dire, voilà. Après, mais en profondeur aussi également, parce que évidemment, il y a un temps pour tout après également. Mais quand on pose des questions en surface, c'est déjà un premier jet pour pouvoir entrer en porte d'entrée. Ouais, bien sûr. Évidemment sûr. Que ce qu'on va manger ce soir, voilà, c'est un exemple, mais ça ne constitue pas vraiment le principal motif de mon sujet aujourd'hui. Après, ça peut également, c'est des petites choses, mais quand on commence à observer le monde, quand on commence à se déconnecter un petit peu des réseaux sociaux, voilà, nous deux sommes absents des réseaux sociaux. Et voilà, on se déconnecte un petit peu de cette télé et tout. D'ailleurs, la semaine dernière, j'étais chez le père de mon petit frère Antoine, et à la télé, tu vois, genre 10 minutes, un quart d'heure. Et là, je me dis, mais comment peut-on regarder ça, en fait? Comment peut-on avoir le... Ah, mais t'as une sensibilité qui n'est pas nécessairement celle des autres. Mais c'est bien d'avoir cette sensibilité, de pouvoir partager finalement ton ressenti. C'est une manière aussi de peut-être alerter et éveiller en fait sur ce qui se passe effectivement à la télé. Je pense que de toute manière, ce que tu t'es fait comme réflexion, tout le monde se le fait. Et il y a un sentiment de culpabilité en fait chez beaucoup de gens qui sont très très consommateurs de ce qui se passe à la télé. Justement, pour revenir là-dessus, c'est vrai que juste sur une petite question comme qu'est-ce que tu manges ce soir, ça peut t'en dire beaucoup sur la personne. Tu peux même déjà presque aller deviner son bord politique, toi, sur la façon comment elle va parler de certaines choses. Moi, après, on sait très bien que je confondrai tout le monde dès le début. Je vais dire, je suis végétarien, je mange bio, bien entendu. Donc là, ils assument quelque chose, mais ils n'ont pas tout entendu encore. Et j'aime bien en jouer également. Mais je vois ce que tu veux dire. Après, c'est vrai que le bord politique, c'est vrai que c'est vrai que tu synthétises. Mais quand je disais qu'est-ce que tu vas manger ce soir, c'est une manière de rendre la conversation beaucoup plus posée, beaucoup plus sereine, beaucoup plus, on va dire, d'établir une relation de confiance finalement, parce que en fait, le dîner, ça évoque en l'être humain un sentiment de rassurant. On rentre chez soi, on est au chaud, on mange, on est dans au moment de la journée, on a terminé le taf, le boulot, et on se sent bien. Et quand tu t'intéresses à l'autre dans un moment où il se sent bien, effectivement, c'est une espèce de projection sur le moment présent où la personne va à la limite produire des endorphines en pensant à ce qu'elle va manger ce soir et se dire ça va être chouette quand je vais rentrer chez moi, ça va être bien, je vais manger tel plat. J'en fais part à la personne en face de moi qui elle-même va manger un plat chez elle, etc. Et donc je sais pas, ça met je pense que les deux personnes cultivent des endorphines et ça
tout de suite, ça crée une relation de confiance pour pouvoir aller justement, comme tu disais, en profondeur. Ensuite. Bien sûr, ouais. C'est un truc que j'ai remarqué également, et tu me diras ce que tu en penses. Peut-être quand on est à 2, toi direct 2, on arrive à creuser plus profondément que par exemple à 3 ou à 4, toi. Oui, bah alors forcément, 2, c'est du tête-à-tête. Donc, je suis plutôt d'accord. Mais je pense qu'il y a du bon et du bon pour les deux cas, en l'occurrence. Ça dépend ce qu'on recherche. Il y a aussi une émulsion qui... On cherche la vérité. Ouais. Mais justement, je pense qu'il y a aussi une certaine émulation, pardon, pas émulsion, mais parce qu'on parlait on parlait de cuisine, émulsion, mais donc, émulation qui peut sortir de plusieurs personnes, alors que à 2, ce serait moins le cas. Mais en fait, chaque cas effectivement possède ses avantages et ses avantages différents. Oui, bien sûr, ok. Donc ouais, je voulais revenir on va venir sur quelques questions comme on disait auparavant. Et notamment ces questions-là, c'est des questions que moi, personnellement, j'aurais voulu me poser un peu plus jeune, en fait, et que je pense qu'on devrait se poser plus jeune. Et c'est des questions qui sont relativement absentes du débat public. Après, est-ce qu'il y a réellement des questions dans le débat public qui parlent de vie individuelle, toi, de responsabilité individuelle? Donc vraiment, à l'école, il y a vraiment un manque de dire, OK, comment vous allez gérer votre vie, toi? Il y a un système dans lequel tu rentres, mais par contre, il y a vraiment un manque de dire, OK, qu'est-ce que tu vas faire, toi? Et d'ailleurs, genre, la conseillère d'orientation, je me rappelle quand j'étais au collège, et genre, je disais, je sais ce que je veux faire de ma vie, quoi. Et genre, elle me regarde, ah bon? Tu vois, genre, non, je ne vais pas être un petit pion du système. Et voilà, je vais reprendre le magasin de mes grands-parents, je disais à l'époque. Et voilà, après, j'ai eu différents... j'ai créé ma propre branche, on va dire, avec le bike fitting. Mais il y avait déjà, pour moi, toujours une direction, en fait. Ça a été, dans toute ma vie, ça a été le cas. Et aujourd'hui, c'est bizarre avec cet aspect, justement, de transition de ma carrière cycliste à d'autres choses. Ça fait réellement bizarre et je pense qu'il y a vraiment un choc pour moi de voir les autres personnes également, toi. Parce que la façon dont on fait une chose, la façon dont on fait toutes les choses, est vraiment ma direction. Je veux dire, pour moi, c'est évident, toi. Et donc, je voulais venir là-dessus. Et une des choses, justement, sur lesquelles j'aurais voulu savoir avant et qu'on a mentionné et que toi disais également pour toi ou pour le monde en général, c'est quel texte devrait être lu par tout le monde et quelle est l'importance de la lecture pour conduire sa vie. Donc, déjà, la lecture, je pense que toutes les études scientifiques qui ont été élaborées à ce sujet pointent toutes vers une vérité d'ordre général qui semble dire que la lecture, premièrement, est bénéfique pour le cerveau. Déjà, je pense que il faut le rappeler. Il faut le rappeler. Ça peut même potentiellement éviter des formes de démence après sur l'âge. Je pense que effectivement, il y a de ça. Et puis surtout, c'est pour le bien-être effectivement moral, mental et en parallèle, la lecture force l'être humain à faire un effort et développe l'imagination qui est, selon moi et selon beaucoup, je pense aussi, l'imagination qui est indispensable à la vie d'un être humain. Un être humain sans imagination, je sais pas, c'est comme... un animal, c'est parce comme que derrière, on ne pense plus... c'est comme un arbre. Cette capacité de l'humain. Oui, non, j'allais faire plutôt une métaphore, enfin une comparaison avec... c'est comme un arbre qui ne produit pas de fruits, en fait. Voilà. L'imagination est difficilement produite avec des films et des séries, quoique, mais le fait que la lecture ne comporte pas... Alors, je parle de lecture sans images, évidemment, sans des livres non illustrés, pousse la personne à faire à imaginer, en fait, la scène. À la fiction, surtout. Donc. Voilà. Ensuite, les textes fondateurs. Alors, je pense qu'en effet, aujourd'hui, quand on examine en fait la production générale sur, je sais pas, 20 siècles de civilisation,
Tout part du principe selon lequel il y a en fait toutes sortes de documents, de productions, de livres, d'écrits qui ont été en fait adaptés sur le canon précédent. Et le canon précédent sur le canon précédent. Le canon précédent sur le canon précédent. Quand je dis le canon, c'est l'œuvre prédominante qui a prédominé, qui était prépondérante lors d'un siècle. Alors, je ne vais pas faire la liste de tous les livres et toutes les œuvres qui ont été prépondérantes sur tous les siècles. Mais si on remonte au tout début de notre civilisation, selon moi, il y a 4, si on peut résumer, 4 c'est déjà pas mal, 4 récits fondateurs qui ont tout créé, dont tout descend. Abordons donc ces récits ensemble. Ouais. Alors, dans l'ordre chronologique, ouais. Il y a Gilgamesh, qui est un recueil absolument formidable qui a été produit selon en fait une tradition orale lors de l'époque sumérienne. Quelle époque ici ? Alors on est avant on est avant la civilisation grecque, voire même avant. Oui non, on est avant la civilisation égyptienne aussi, donc on est à plusieurs je pense moins 8000. Ok. Il faudrait préciser. On va regarder un peu, mais donc ça c'est le premier écrit. Ouais. Okay. Premier texte qui a été vraiment aujourd'hui considéré comme écrit fondateur d'une civilisation. Donc c'est la civilisation en fait sumérienne, c'est Sumer, Mésopotamie. Et là on a déjà une fondation pour le monomythe donc. Un peu. Alors il y a un peu de monomythe, il y a aussi surtout une mythologie autour du sens de la vie, parce que c'est le premier texte aujourd'hui qui parle de divinité. C'est du polythéisme, voilà. Et en fait, si vous voulez, c'est un peu une des premières tentatives de cogiter sur le peut-être pas le sens de la vie, mais au moins sur la présence. Une forme en tout cas. Ouais, c'est sur la présence de l'être humain sur Terre. C'est-à-dire que c'est la première trace qu'on a de l'être humain qui prend conscience qu'il y a une force supérieure à sa propre personne. Donc dès le début de la littérature, c'est une question qui nous a intéressés. Exactement, bien sûr. C'est pas pour rien qu'ensuite sont venus en fait des textes comme l'Iliade et l'Odyssée, qui interrogent sur qui en fait, si vous voulez, l'Iliade et l'Odyssée, c'est très simple. Tout est une question de Dieu. Il faut vraiment lire ces deux livres. C'est incroyable parce que, je veux dire, l'air de rien, quand on lit ces livres, on se dit oui, non, mais c'est juste une histoire, voilà, c'est la guerre de Troie, puis c'est Ulysse qui veut rentrer à Ithaque, tout ça. Non. En réalité, c'est le récit qui peut paraître comme principal, mais derrière, il y a quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus important, c'est que tous les choix que ces personnages font, Ulysse, Ithaque, Patrocle, je disais Achille, Hector, Paris, Hélène, tous ces individus avant de faire une action, consultent les dieux. Et il y a une histoire parallèle dans l'Iliade et l'Odyssée, c'est les dieux qui sont au mont Olympe avec Zeus et qui observent de manière amusée ce qui se passe sur Terre. Et pour eux, c'est comme un jeu de société. C'est-à-dire qu'il y a l'Iliade et l'Odyssée et en fait, chaque jour, tous les jours, bien tel dieu se fâche avec tel dieu, donc ça a une incidence, une conséquence sur la guerre. Parce qu'en fait, tel soldat, tel général adore tel dieu, invoque, fait une offrande pour Poséidon. Et donc, du coup, Poséidon, s'il est fâché avec Déméter, accepte les faveurs de tel général. Et donc, en fait, si vous voulez, c'est clairement la première fois dans l'histoire qu'on observe que le destin de l'être humain est, en tout cas, Homère nous dit que le destin de l'être humain est complètement indépendant de sa volonté, mais dépendant de la volonté de puissances qui sont plus supérieures. Ces dieux qui sont qui sont ensemble au mont Olympe. Il serait donc déterministe ici, tu penses, par rapport à cette comparaison de libre arbitre ou... Complètement. Okay. Complètement. Homère nous explique qu'il n'y a rien qui est du fait de l'homme. Tout est des faits de Dieu. D'ailleurs, dans l'Iliade, il y a de nombreux passages des dieux qui descendent sur Terre et qui incarnent en fait un être humain. Je connais une histoire similaire à ça. On la connaît tous. Mais en tout cas, voilà.
Et puis alors, bon, forcément, le troisième, voilà, c'est... La République, non? Tu voulais dire aussi? Oui, 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 bien Ouais. sûr, bien sûr. La République de Platon, qui est une suite finalement à... Alors, c'est une suite à l'Iliade et l'Odyssée, mais on rentre un petit peu plus dans des sphères techniques parce que la raison commence à arriver, arriver dans la société. Et puis pour finir, le dernier, mais pas des moindres. Après, on pourrait quand même. Ouais. Moi, j'aimerais quand même rajouter. Oui, oui. Voilà, après Platon, j'aime bien rajouter quand même Éthique et Nicomaque d'Aristote, même si c'est l'élève de Platon. Et c'est quand même comprendre dans ce livre, voilà, qu'est-ce qui fait qu'un comportement est noble, qu'est-ce qui fait qu'un comportement est justement critiquable finalement. Cette recherche de la vertu et qui est déjà voilà, c'est une suite, c'est une suite de Platon, voilà. Mais pour moi, c'est un ouvrage qui est assez important également, bien entendu. Et voilà, je te laisse reprendre pour la suite. Le fameux. Mais je suis d'accord, juste pour revenir, Reviens. c'est bien que tu mentionnes ça, parce que c'est vrai que j'ai oublié de dire que Platon, en fait, et Nicomaque, en fait, si vous voulez, c'est la première fois dans l'histoire qu'on observe une volonté voilà, de nous expliquer ce que c'est de définir ce que c'est que la vertu. Et ça, c'est vrai que juste avant, on parle beaucoup de divinité, avec certaines morales, mais avec Platon, c'est la première fois qu'un homme s'intéressait finalement à ce qui se passe dans la société. Et Aristote, donc derrière le creuse vraiment, et on a et c'est vrai que beaucoup de personnes finalement peuvent penser toujours comme ça aujourd'hui, de cette façon de voir qu'un bon comportement serait l'opposé d'un mauvais comportement. Et en fait, Aristote, en cherchant, il définit qu'un bon comportement, donc la vertu, est finalement un équilibre, un juste milieu entre un manque et un excès. Par exemple, simplement, on pourrait prendre l'humour. J'aime bien utiliser cet exemple-là. Il va y avoir un humour, quelqu'un qui n'aurait pas du tout d'humour serait en manque d'humour, et quelqu'un qui aurait un excès d'humour il aurait un humour lourd. On voit tous voilà, ce type de personnes. Et après, il y a l'humour situationnel, l'humour juste, voilà, rebondir au bon moment. Et donc tout ça peut déterminer comme ça. Le courage, par exemple, également. Et quelqu'un qui est vraiment une poule mouillée serait en manque de courage. Et après, il y a aussi un peu le criminel, toi, d'un côté. Il a du courage, mais c'est plus du courage, c'est du j'en vois tout valser, en fait. Et d'ailleurs, pour ça, je vais rebondir là-dessus. Pour moi, c'est aussi ce qui représente l'archétype, finalement, des trois types de jeunes hommes qu'on pourrait voir aujourd'hui. Il y a vraiment l'archétype de l'homme féminisé, donc qui n'a plus ce courage, en fait, qui ne sait plus ce que c'est la masculinité. Et après, on a l'homme... de l'autre côté, on aurait le criminel, en fait, qui, lui, a ce côté masculin, mais par contre, il est incontrôlé, en fait. Et l'homme vertueux aura donc un courage, mais un courage contrôlé, et un courage orienté de la bonne façon pour contribuer à quelque chose de positif pour le collectif et lui-même sur le long terme. Ouais, c'est tout à fait ça. Ouais, comme je disais, il est arrivé pour nous expliquer ce que c'est que la vertu, la vraie, et pas tomber dans deux extrêmes, effectivement. L'homme qui est courageux, qui effectivement bascule dans de la criminalité, parce qu'il a le courage de braver en fait tous les interdits, donc voilà. Ou l'homme qui a peur du système, qui a peur de la société, qui a peur d'être jugé, donc il n'ose pas agir. Et Platon, surtout Aristote vient nous expliquer. Aristote, ouais, c'est Aristote, oui, il vient nous expliquer qu'il y a ce juste milieu de l'homme qui veut se battre pour un idéal en fait, et qui met son courage au service de quelque chose de vertueux, c'est ça, du bien entre guillemets. Là, pour l'instant, on a vraiment vu donc le premier récit de l'humanité. Après, on a les fondations du monomythe. Réellement, on fait déjà une fondation au début, mais voilà, ce départ du monomythe, parce que la vie est finalement une histoire, en fait. On est chacun dans notre propre histoire. Et on sait très bien qu'il y a des choses qui sont positives, il y a des choses qui sont négatives. Ce qui nous bouleverse dans une histoire, ça sera souvent la même chose. On va se ranger derrière le héros parce qu'on sait qu'il y a quelque chose au fond de nous qui nous dit cette personne,
elle est vertueuse, justement. Il y a quelque chose qui fait qu'effectivement, il y a une exemplarité du héros qui incarne en fait toutes les valeurs que l'être humain, en fait, je pense, recherche. Je suis d'accord. Est-ce que ça pourrait justement être un argument pour challenger quelqu'un qui va défendre une moralité relative, justement d'utiliser. Donc, quand tu regardes un film, tu ne ressens rien puisque tout est relatif. Hein? Si la moralité est réellement relative, on ne pourrait pas exprimer d'émotions. Comme hier, quand un moment, on allait voir Gladiateur 2 hier avec Achille. Oui, et franchement, c'était un moment agréable. Très, très bien. Et il y a un moment, moi, je pense que le moment le plus touchant pour moi, c'est le moment quand il rencontre sa mère, là. Et ou plutôt il y a déjà une reconnexion qui se fait entre les deux. La première fois ou la deuxième? Non, plutôt justement quand il y a de la reconnexion plutôt, toi. Donc la deuxième fois. Bien sûr. Je comprends. Ok. Et c'est vrai que de toute façon, moi je suis toujours bouleversé par cette dynamique homme-femme, hein, ça tu l'as bien compris. Bah écoute, Et pourquoi pas après. Et justement, donc c'est ça de voir aussi, parce que ça va pouvoir, justement, ça va nous permettre de basculer sur la deuxième question. Habilement. C'est que quand on regarde un film. Attention, parce qu'on n'a pas évoqué le dernier. Ah oui. On va revenir. On va revenir sur le dernier. Ah, mais ça m'étonne que Geoffrey ait oublié. Bien sûr. Mais c'est vrai que l'émotion, donc voilà, peut nous guider. Si vous regardez un film, par exemple, c'est vrai. Et que dans le film, vous vous dites, la princesse ici, elle me fait de l'émotion, ça veut peut-être dire que vous voulez quelque chose de similaire dans votre vie. Voilà. Donc le dernier livre, Achille. Oui, après, le dernier livre, je pense qu'on va pas passer 15 minutes là-dessus. Je pense qu'il parle de lui-même. Je vais pas aujourd'hui me porter le défenseur, le garant, parce qu'il a rien à prouver, mais c'est la Bible. Voilà. Bien sûr. C'est la Bible. Moi, je vais pas commencer à expliquer la Bible. J'ai pas cette prétention. Et puis, de toute façon, tout le monde sait que, je pense, au fond, soit consciemment, soit inconsciemment, que c'est un livre important. Voilà. Moi, j'aurais vraiment aimé. Quand j'étais plus jeune, à la place qu'on me donne un magazine pornographique, j'aurais préféré qu'on me donne une Bible dans la main. Ça aurait été plus utile, je pense. Geoffrey nous fait des révélations ce soir. Voilà. Et donc, c'est vrai que la Bible a une richesse. La Bible, en fait, pour moi, c'est l'histoire, la sociologie, la politique, psychologie, la poésie, la psychologie. Il y a de tout. Il y a de tout. Et c'est un code de conduite, c'est magnifique, une aventure magnifique, c'est de la géographie, c'est une source inépuisable de savoir sur laquelle on peut construire absolument tout, mais vraiment indépendamment même de l'argument religieux qui est, soi-disant passant, quand même très 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 intéressant, mais globalement, c'est un livre qui, je pense, est intouchable pour moi. Voilà. Okay. Et je le dis pas nécessairement parce que, je le dis pas pour défendre en fait l'essence même de la Bible qui est effectivement la foi, mais je parle en tant que livre en tant que tel, quoi. Vraiment, c'est la Bible, c'est incroyable, je pense. Ouais. Sûr. Donc tu disais que ce qui t'a fait penser à basculer à la prochaine question. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? C'est une question que les jeunes doivent se poser. On pourrait même donner une date, un ordre chronologique. Qu'est-ce que je veux faire dans 5 ans? Parce que si on ne définit pas où on va, c'est difficile d'arriver au bon endroit. Et beaucoup de jeunes. Moi, ça a toujours été. Pour moi, c'est toujours très surprenant parce que j'ai toujours eu une direction dans la vie. Mais on a l'impression qu'il y a beaucoup de jeunes qui vivent une sorte d'existence automatique, comme s'ils attendaient que les choses leur tombent dessus. Pour moi, c'est important de dire aux jeunes de 15 ans, même potentiellement plus jeunes, 20 ans, après, là, j'ai plus vieux, donc, qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? Quelle est la chose la plus importante de votre vie? Quelles sont les 2-3 choses les plus importantes de votre vie? Définissez-les. Pas forcément d'une façon absolument extrêmement spécifique. Par exemple, je veux me marier, je veux avoir une femme. Je veux avoir des enfants avec cette femme. Ça, je l'ai toujours su. Mais toi, quelque part, je l'ai oublié un petit peu dans mes actions, à certains moments. Plus jeune. Et je veux une brune avec des yeux bleus. Non. Déjà, ça, on argumentera que ce n'est pas ça que vous voulez, si vous voulez. Mais là, ça serait trop spécifique. Par contre, si vous voulez une femme
gentille, une femme jolie, ce serait des qualités, je pense, raisonnables à souhaiter. Comportez-vous également de telle manière à que ça devienne possible. Alors, je suis forcément... je suis assez d'accord. Après, quand on pose la question, il faut savoir est-ce qu'on s'adresse à un public masculin ou un public féminin. Justement, ici, je m'adresser à tout le monde. Donc, du coup, je parle pour moi. Ah oui, bien sûr. D'accord, bien sûr. Mais bien sûr, la question, je pense que ça soit au masculin ou au féminin, dans les deux cas, c'est une bonne chose à faire. Se dire, qu'est-ce que je veux faire dans ma vie? Qu'est-ce que je vais poursuivre de plus grand dans ma vie? Moi, je pense que la question, effectivement, aujourd'hui se pose et elle est très importante. Et elle est proportionnelle avec le fait que, en effet, il y a beaucoup de jeunes qui sont complètement perdus. J'aimerais invoquer là le rôle des parents. Parce que normalement, nous ne devrions pas, en fait, nous enquérir de cette question, nous. Un enfant de 15 ans, qui soit une jeune fille ou un jeune garçon, devrait avoir un certain encadrement, des parents qui puissent effectivement l'aider dans cette démarche. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, dans notre société occidentale, individualiste, consumériste, les parents qui ont des enfants aujourd'hui qui ont 15 ans, les enfants qui ont 15 ans, leurs parents, ils ont quel âge ? Ils ont quoi ? Ils ont 40, 40 ans. Donc 45, 40. Ils sont nés quand ? Dans les années 80. Donc voilà. Quand ils avaient 20 ans en 2000. Donc si vous voulez, on leur a, à cette époque-là, ces futurs parents étaient déjà investis par un discours de la liberté, en fait, la liberté avec un grand L qui n'est pas nécessairement tout le temps bénéfique, je trouve. Donc on fait des enfants, c'est très bien, mais trop après, de liberté tue la liberté. Bien sûr, carrément. Entre la liberté s'arrête quand commence celle des autres. Également. Voilà. L'hédonisme, pour en revenir, la jouissance quotidienne, le consumérisme, l'individualisme, tout ça, ce sont je trouve à titre personnel que ce sont des valeurs qui sont difficilement conciliables avec la volonté de construire un monde collectif et de poser des questions qui concernent en fait plusieurs personnes en même temps. C'est-à-dire outrepasser son bien-être personnel pour penser à autrui. À partir de ce moment-là, c'est vrai qu'on fait des enfants, mais est-ce qu'on les accompagne comme il se doit ? C'est vrai, ta question, et justement la question sur laquelle je voulais rebondir avec toi, c'est justement, est-ce que finalement, hédonisme et individualisme, donc hédonisme, ça serait une recherche constante du plaisir, sauter d'un plaisir à un autre. Il y aurait deux types d'hédonisme. Il y aurait, je pense, l'hédonisme d'Épicure, où on prendrait en compte les conséquences de nos actions. Donc ça serait un hédonisme finalement qui pense au futur. Et donc, avec cet hédonisme-là, finalement, moi, je n'aurais pas de problème avec cet hédonisme. Ouais, non, moi non plus, mais bon, on ne parle pas du même. Et là, bien sûr, on parlerait plus de l'hédonisme moderne. Oui. Donc, l'hédonisme moderne, voilà, par exemple, le discours typique, beaucoup de gens m'ont répété dans toute ma vie, mais tu profites pas de ta jeunesse, mais tu vas le regretter. Tu vas le regretter. Je pense que je ne le regretterai pas quand je verrai le visage de ma douce femme et de mes magnifiques enfants. Voilà, d'avoir évité la drogue, d'avoir évité l'alcool. Même de ne pas passer de temps sur les réseaux sociaux. Parce que c'est vrai que, est-ce que sur notre lit de mort, on se dira vraiment, c'était vraiment bien toutes ces soirées sur TikTok, hein, mon Achille. Non, c'est vrai. Après, les gens qui te disent ça, en général, ils te racontent que profiter, c'est pas nécessairement passer du temps sur TikTok, c'est plutôt sortir. Pas que, hein, pas que. Ouais, ok, en tout cas, ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais, ouais. Mais justement, faisons le lien entre cet hédonisme, donc à définition moderne, et cet individualisme. C'est comme si finalement ils dansaient ensemble. Exactement. Quand on est individualiste, on veut vivre une vie qui ne tourne qu'autour de soi. Et le maître mot de cette vie, c'est d'avoir du plaisir. Alors, c'est très bien d'avoir du plaisir. Mais très rapidement, quand on se rend compte qu'en ayant du plaisir quotidiennement sur le long terme, eh bien, le plaisir tue le plaisir et il y a un sentiment qui s'observe très rapidement, c'est le sentiment de manque,
Mais pour en revenir à la question, c'est comme une drogue finalement, mais quand on est dans cette sphère d'addiction du plaisir, on a du mal à s'occuper à éduquer en fait un enfant, ou alors on l'éduquera, mais on l'éduquera dans la même pensée. C'est-à-dire, on dira à son enfant, ce qui compte dans la vie, c'est d'avoir un minimum d'argent pour pouvoir profiter de la vie, c'est-à-dire acheter ce qu'on a envie d'acheter, manger ce qu'on a envie de manger, boire ce qu'on a envie de boire, etc., etc. Donc, le modèle des parents se reproduit dans le schéma des enfants. Mais aujourd'hui, on constate dans nos sociétés que ça ne suffit pas. Parce qu'il y a cette question du sens qui prédomine et qui se repose. Et je pense qu'effectivement, aujourd'hui, la question, c'est si les parents n'arrivent pas à le faire, eh bien, il faudrait quand même que moi, je pense que c'est légitime qu'on se pose la question et qu'on pose la question aux jeunes aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez faire ? Justement, la remarque intéressante, c'est que on n'a jamais eu autant de civilisation. On est dans le présent, donc il n'y a jamais eu autant de passé, ce qui est quelque chose de logique. Et donc, on devrait apprendre de notre histoire correctement. Et d'ailleurs, il y a beaucoup, je pense, de personnes qui pensent que, on a une civilisation, on n'a jamais été autant avancé. Mais au final, moi, j'argumenterais que, finalement, est-ce qu'on n'a pas jamais été aussi bête sur certains points ? Parce que on a l'impression qu'on n'a jamais été aussi hédoniste. Tu vois, par exemple, en parlant de vertu, je pense que jusqu'à la génération, la grande génération, et après les boomers, 1950, 60 et tout, cette capacité finalement de sacrifier un plaisir présent pour quelque chose de plus grand dans le futur était vraiment une valeur mise en avant. Et après, il y a eu une diminution progressive de ça, avec aujourd'hui un hédonisme absolument... Moi, je pense que ce que tu dis est totalement vrai. Et je pense qu'il est légitime et judicieux de faire un lien avec la technologie aujourd'hui. C'est-à-dire que tu rappelles très bien qu'on n'a jamais été aussi civilisé. Mais pour arriver à cette civilisation, l'être humain s'est battu pour pouvoir produire en fait du confort. Aujourd'hui, on est arrivé à un tel niveau de production du confort que le confort lui-même peut s'occuper de nous-mêmes. De nous. Donc effectivement, quand on arrive à une société où on a des appareils qui font le boulot pour nous, à tout niveau, c'est-à-dire il y a Internet, premièrement, c'est la grosse révolution, mais après, dans Internet, il y a les intelligences artificielles, les réseaux sociaux, les applications, etc. T'as des aspirateurs qui aspirent l'appartement eux-mêmes, tout est automatisé, la lumière qui s'allume elle-même, pour autant qu'on ait les moyens de se le payer. Mais je veux dire, globalement, la civilisation est arrivée à un essoufflement. Aujourd'hui, on voit que dans certains pays, il y a des robots, qui s'occupent c'est le futur un petit peu, qui vont s'occuper de... Moi, pour le coup, je trouve que les films comme Matrix, ce qui décrivent une espèce de futur post-apocalyptique, c'est pas tellement con, voilà. Pas tellement faux. Ouais. Non. Prends la pilule rouge. Peut-être pas. Ouais, bonne question. Mais non, c'est une vraie question. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est arrivé, comme tu dis, à un niveau tellement élevé de la civilisation où c'est comme Emmanuel Kant nous avertit sur le... Oui, il nous avertissait sur les dangers de la civilisation, et en l'occurrence de la technologie. Quand on arrive à un tel niveau de civilisation aujourd'hui où en fait finalement la technologie prend le dessus sur l'être humain devient une espèce de personne, d'individu assisté. Et donc quand on est assisté, effectivement, on régresse. Et parce que en fait nos productions prennent le pas sur nous. Alors que quand tu parlais des boomers, c'était un peu pour moi la queue de comète, quoi, le chant du cygne. La dernière dernière. Oui, exactement. Ouais, je pense que c'est la dernière génération qui osait encore se battre pour quelque chose de plus grand. Parce qu'ils ont pris conscience d'une certaine chose, et après ça, c'était compliqué parce qu'on a évolué et l'être humain est arrivé à un tel niveau que aujourd'hui on voit où ça nous mène, et ça nous endort. Ça nous endort, ça nous démotive. Voilà. On se fait une réflexion intéressante avec Achille tout à l'heure, et parce que on a eu des challenges psychologiques. Moi, sur la dernière année, ça n'a pas été l'année la plus simple de mon existence. Et toi, Achille, tu as également eu des challenges récemment. Et finalement, il y a
une remarque intéressante, c'est quand on regarde dans la rue, on est presque les deux seuls à sourire. Peut-être qu'on n'a pas si souffert que les autres, ou peut-être que nous, on a une vision de la difficulté, de la souffrance alternative par rapport à ces personnes. Et parce que là, encore une façon justement de voir la souffrance, il y a 3 façons de voir la souffrance. Est-ce que la souffrance, c'est quelque chose qui va nous pousser à grandir? Est-ce que la souffrance, c'est quelque chose de insignifiant? Je pense qu'il y a peu de personnes qui pensent comme ça. Est-ce que non, la souffrance, c'est quelque chose qui doit être évité? Et pour reconnecter ça avec l'hédonisme, on a voulu justement créer une société tellement confortable que donc aujourd'hui, il n'y a plus de souffrance. Mais pour trouver le sens, j'argumenterais qu'il y a besoin d'avoir une certaine forme d'inconfort. Sinon, on tombe dans du nihilisme, donc dans l'absence de sens. Qu'est-ce que tu penses de ça, Achille? En fait, ce que je pense de ça, ça se résume en une œuvre qui s'appelle Brave New World de Aldous Huxley. Pardon. Ok. Donc, ce que tu décris, c'est exactement ce qui se passe, enfin plus ou moins ce qui se passe dans le livre. C'est de la fiction ou c'est du non-romanesque? Non, c'est de la fiction. C'est du romanesque fictionnel, quoi. C'est de l'ordre de ces univers un peu orwelliens, quoi. Enfin, d'ailleurs, Orwell, c'est un de ses contemporains. Et en fait, Aldous Huxley nous explique qu'en fait, dans son roman Brave New World, alors en français, je sais quoi, ce n'est pas forcément. Attends, je sais plus si c'est. Non, c'est pas une traduction littérale. C'est pas grave, on laissera les gens. C'est chercher le meilleur des mondes ou un truc comme ça. Bref. Okay. Et donc, en fait, on nous explique qu'il y a une tentative du système et de l'État de créer effectivement un monde sans souffrance. Donc, on supprime en fait chez les êtres humains, on les reproduit en fait avec des clonages dans des œufs, je pense, si je me trompe pas, et on supprime tous les gènes qui concernent la souffrance et pour espérer constituer et créer une société idéale. Mais très vite, voilà. Bon, je vais pas raconter. Voilà. Paradoxalement, la fin de cette souffrance, on va dire, déjà la souffrance physique, parce qu'aujourd'hui il y a un vrai manque d'activité physique, mais même un sort de souffrance mentale, finalement, emmènerait derrière, paradoxalement, une plus grande souffrance mentale. Oui, bien sûr. Non, mais alors dans le roman, enfin dans le livre, il y a de tout. Hein. On supprime toutes sortes de souffrances, qu'elles soient physiques ou mentales. Mais si l'être humain ne souffre pas, il n'a pas de raison de se battre. Et si l'être humain ne se bat pas, il n'est plus un être humain parce qu'il a plus la conscience de raisonner pour pouvoir se distinguer d'un animal. Et donc, on peut pas construire une société avec effectivement des gens qui ne souffrent pas, parce que si tout va bien, eh bien les gens perdent le sens finalement de cette vie, le sens de leur propre identité en tant qu'être humain. Si tout va bien, tout va bien. Alors c'est très bien, mais on est finalement dans une forme de nihilisme parce qu'on se pose plus de questions sur rien du tout parce que tout va bien. Donc en fait finalement on perd notre essence même de notre propre existence. C'est intéressant ce que tu viens de dire là. Donc, il y a cet aspect justement on se pose plus de questions parce que tout va bien. Je pense que c'est une bonne façon de voir les choses. Et je pense que je vais te rebondir encore une fois là-dessus, si tu veux. Non, mais tout simplement, je pense que si tout va bien, moi quand tout va bien, personnellement, ça me fait chier un peu. Enfin, je vois ce que tu veux dire. Peut-être que ça paraît un peu présomptueux parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui souffrent et qui aimeraient aller mieux. Et moi en l'occurrence, c'est pas rose tous les jours non plus. Bien, voilà. Mais je pense que le fait que ça aille pas bien des fois, ça nous sort de notre zone de confort et ça nous oblige à nous battre pour aller mieux. Et quand on y arrive, la satisfaction est incroyable. Et c'est là où on se sent réellement vivre. Sûr. Voilà. Moi, je pense que quand tout va bien pendant un bon moment, on se fait chier aussi. Je pense que l'être humain est dans un certain paradoxe. C'est quand ça va mal, il veut aller bien, et quand ça va bien, il veut aller mal. Et je pense qu'il y a un juste milieu encore une fois. Et je pense que si on vit dans une société où effectivement tout va bien de manière pérenne sur, je sais pas moi, toute une existence, à quoi bon vivre? Comme disait Pascal, l'ennui est le pire ennemi de l'homme. C'est vrai. Et justement, voilà on va transitionner encore une fois par rapport à cette recherche de sens. Et
comme on a déjà abordé la dernière fois, cette recherche de sens passe par une forme de transcendance. Donc, c'est-à-dire ne plus finalement se gérer que soi-même. Et donc, pour moi, les gens aujourd'hui sont des grands enfants. Grands enfants parce qu'ils ne pensent qu'à eux. Ils se disent, voilà, qu'est-ce que je veux moi maintenant? Et maintenant, c'est l'important maintenant. Hein. Parce que moi, je me dis aux gens, qu'est-ce que je veux moi pendant 5 ans? Et dans 5 ans. Et finalement, s'ils se posent cette question de cette manière, ils verront que ça va impliquer d'autres personnes. Parce qu'ils ne penseront plus qu'à eux. Ils penseront à quelque chose de plus large qu'eux. Et la bonne façon classique qui nous a permis de faire cette transcendance, c'est de construire un couple qui, derrière, permettra de construire une famille. Et encore une fois, je vais citer les recherches de George Vaillant qui nous dit Happiness is love, full stop. C'est-à-dire que sur la recherche, une des plus grandes recherches sur le bonheur humain nous dit, pour résumer, si vous voulez être heureux dans la vie, mariez-vous, ayez des enfants, aimez-les profondément, aimez votre épouse profondément, ou votre épouse si inversement. Et donc aujourd'hui, je pense que c'est assez paradoxal parce que c'est quelque chose qui n'est pas du tout encouragé, alors que pourtant même la science le soutiendrait au niveau du bonheur. Et c'est vrai que je pense que ça renforce encore plus mon idée quand je vois le visage des personnes en ville, comme on a vu aujourd'hui. Et il y a un paradoxe quand même entre Dijon et Beaune, on a vu une différence d'avenance sur les visages. Et donc moi, la question en fait que je me suis jamais réellement posée et que j'aurais voulu me poser plus tôt, qui m'aurait évité des souffrances à moi dernièrement et qui aurait certainement évité des souffrances à d'autres jeunes filles plus tôt dans ma vie, c'est comment devrait se construire un couple. Mmh. Oula. Ouais. Parce qu'on a un narratif aujourd'hui, qui est assez confus, on va dire. Moi, j'avais une idée dans ma tête, par exemple, toi, quand j'étais jeune, je me disais, il faudrait que je reste 5 ans avec une personne avant de me marier avec elle pour être sûr que c'était une bonne, toi. Je pense qu'il n'y a pas de règle. Alors, sur cette question qui est très, très compliquée, de toute façon, il n'y a personne qui a une autorité nécessaire, on dirait absolue pour pouvoir trancher. Moi, selon ma pensée, selon mon opinion, je pense que un couple se construit, en fait, de plusieurs manières différentes, selon les personnalités et les vies qu'ont traversé, en fait, ces acteurs qui sont différents. Justement, on pourrait aussi, désolé de te couper Achille sur là-dessus, ouais, vas-y. C'est justement mon but aussi, c'est de faire penser à cette question suffisamment jeune. Je pense que c'est pour éviter certains traumatismes de la vie. Parce que comme je disais plus tôt dans le podcast, aujourd'hui, on a toutes les infos pour faire les choses bien. Oui, mais malheureusement, on ne le fait pas. Quand je parlais d'épreuves que les gens traversent, c'est beaucoup dans l'enfance. Parce que je trouve que dans l'enfance, on traverse quand même pas mal de traumatismes qui peuvent... je pense que les traumatismes les plus importants qui risquent d'influer sur le futur, c'est les traumatismes qu'on vit dans l'enfance. Donc, dépendamment selon les traumatismes que les gens vivent dans leur enfance, la notion de couple va être envisagée de manière différente. Néanmoins, je pense que un couple, tout simplement, après c'est des phrases un peu bateau, mais doit être basé sur je pense que les acteurs, l'homme et la femme, dans un couple doivent chercher les valeurs, on va dire, qui sont fondatrices d'un couple et qui sont gages de stabilité et de solidité. Les vertus, quoi. Les vertus. Je pense qu'un couple doit se baser sur la vertu et je pense que la personne qui veut réellement... Je pense qu'aujourd'hui, ça sert à rien de se dire que voilà, on va se lancer dans un couple si on n'a pas la... Alors, on peut se lancer dans un couple sans avoir effectivement fait ce travail sur quelle vertu est-ce que je vais dégager dans le couple. Mais le problème, c'est c'est qui tout double. C'est qu'on va vivre des expériences, voilà. Mais le problème, c'est que ça risque de pas être, de pas être sérieux, de pas être solide. Après, on peut se dire que voilà, la personne va nous dire oui, non, mais c'est pas grave. Bon, bah, si je me plante, bah tant pis, etc. Mais le problème, c'est que ça risque de recréer des traumatismes supplémentaires qui vont s'ajouter aux traumatismes qui existent déjà et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc moi, si j'ai un conseil aujourd'hui à donner, c'est effectivement de se poser la question, certaines questions sérieuses avant de se lancer dans une relation et de se dire effectivement, est-ce que je suis prêt à à donner un vrai sens au couple et
Et est-ce que je suis prêt à être vertueux dans le couple, c'est-à-dire fidèle, c'est-à-dire Honnête. Honnête, fidèle, avoir de la compassion, être compréhensif, avoir de la patience, de l'engagement, Engagé, ouais. du soutien envers le. Enfin, toutes ces valeurs-là. Je pense que le couple, c'est pas non plus quelque chose qu'il faut balayer d'un revers de la main, comme si on mettait une paire de baskets ou on achetait un polo, je sais pas moi, Fred Perry, et qu'on se dit on est content d'un polo Fred Perry, on va le mettre, et puis dans 2 semaines on va l'enlever, on s'en fout, on va le remplacer. Enfin voilà, il faut qu'il y ait une réflexion. On a un autre humain en face de nous, donc je pense que, en tout cas, moi j'essaye d'appliquer au maximum la règle d'or au quotidien, qui est traitons les autres comme nous voulons nous-mêmes être traités. Ou faisons en autre ce qu'on veut qu'on nous fasse, ou on peut le dire aussi de façon négative. Donc, dans les couples, je pense que du moment où il y a un couple finalement qui se brise, il y aurait certainement probablement une forme on va briser la règle d'or à un moment. Mm-hmm. Et c'est là le problème. Et quand je dis, moi je pense que voilà, j'ai créé du traumatisme sur certaines personnes plus tôt dans ma vie, et plus récemment, voilà, une personne m'a vraiment challengé, voilà. Et donc, mais pour moi, les deux, en fait, pour moi, tout ça, c'est un manque d'éducation, en fait. C'est un manque parce qu'on s'est jamais réellement posé la question. Et moi, j'ai beaucoup envie de parler du narratif, en fait, de proposer justement un narratif plus structuré par rapport au couple. Et comme tu dis, il y aura toujours une variation individuelle, toi. Il y aura toujours une variation individuelle. Mais aujourd'hui, il y a un vrai manque de structure. Et pour moi, comment je vois les choses, et justement hier on discutait, tu disais voilà, toi tu commences à voir un peu plus les choses comme ça également, mais pour moi c'est important déjà de plus discuter au début de ce qu'on veut. Tout à fait. Plutôt que d'aller faire le premier soir, aller faire crac-crac, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt commencer à se dire ok, qu'est-ce qu'on veut ? Quel est notre pourquoi ? Voilà. Parce que si on ne sait pas ce qu'on veut, merci les surprises. Et on sait qu'avec la science, surtout pour les femmes, alors moi je vais faire partie peut-être des hommes assez spéciaux à ce niveau-là, puisque moi si j'engage dans une relation sexuelle avec une femme et que derrière ça se casse, voilà, je sais que je vais prendre vraiment une porte dans la tronche. Et justement, il y a beaucoup de jeunes femmes aujourd'hui qui se disent « Oh, mais si, je vais y aller » et qui regrettent derrière. Et c'est même la majorité du temps. Et voilà, c'était pour dire déjà qu'on retarde ça. Et posons-nous les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on veut dans la vie ? Voilà. Est-ce qu'on veut un couple pour toute la vie ? Voilà. Qui je pense qui est une question raisonnable, et je pense qu'il y a une réponse vertueuse assez sensible ici, qui serait un gage de maturité. Quelqu'un qui dit je ne sais pas ce que je veux, je ne sais pas si je veux passer toute ma vie dans un couple, c'est quelqu'un qui est immature. Et donc, ce type de personne, si justement elle avait quelque part déjà une forme de maturité, mais ça serait un paradoxe, elle avait la forme de maturité de dire je ne suis pas prêt de me mettre dans un couple. Mais ça requiert déjà une forme de maturité, parce que ce type de personne, si elle s'engage dans un couple et qu'elle dit des choses et que finalement, au fond de son cœur, elle ne les pense pas encore forcément, bah là, c'est voué à faire du mal à l'autre, toi. Et c'est ce qui se passe malheureusement beaucoup aujourd'hui. Et voilà, pour moi, donc il y a vraiment une première partie de se poser comme ça et se dire voilà, qu'est-ce qu'on veut. Et après, moi, ce que je ferais, c'est que personnellement, même c'est sûr, le moment où je suis prêt à embrasser la fille d'une façon, on va dire, romantique, là, je irais peut-être plus loin que certaines personnes, bien entendu, mais pour moi, je suis prêt à la fiancer. Parce que je suis déjà prêt à dire là, on fait une étape supplémentaire encore. Là, voilà, je m'engage, je commence à mettre mon cœur sur la table, toi, je te mets le cœur dans la main. Voilà, tu peux commencer, si tu as la capacité de lui mettre une balle dans le cœur déjà, toi. Et tant que j'ai pas passé une certaine forme d'affection, voilà, au début, toi, par exemple, tu fais un petit bisou sur le front, tu dis des petits mots gentils et tout. Ton cœur, il est quand même, il est encore à toi, il est encore préservé. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le sens arrive. C'est parce que justement, on met le cœur sur la table. Si tu ne mets pas le cœur sur la table, tu n'auras jamais le sens qui pourra arriver. Et donc voilà, il y a cette première chose. Je mets mon cœur première chose sur la table ici, qui correspond également à une production d'ocytocine au niveau neurochimique. Et après, si je suis prêt à mettre mon cœur complètement sur la table, qui pour moi est le sexe,
je suis prêt à me marier. Donc voilà, c'est à ça qu'on veut faire penser les gens. En fait, les gens, ils se disent prêts à faire certaines choses qui seraient des choses de personnes matures finalement, mais pas à faire d'autres choses qui accompagneraient ces choses de personnes matures. Je te laisse rebondir là-dessus, Achille. Ouais, deux choses. Je suis d'accord. Alors, sur tout ce que tu as dit, je suis d'accord sur sur un point déjà qui consiste à dire que avant de se lancer dans quelconque relation, je pense qu'il faut discuter. Il faut discuter, il faut mettre les choses à plat. Et donc si on s'en tient à ce que tu dis, toi, si tu rencontres forcément une fille, tu lui diras que je ne t'embrasserai que si on s'engage dans des fiançailles. Je trouve ça très très honorable. Et je pense que tu défends une certaine idée qui aujourd'hui n'est plus d'actualité, mais qui est magnifique, je pense. Donc oui, c'est un petit peu effectivement. Je vois où tu veux tendre et où tu veux arriver, et je pense que pour toi, pour ce que tu as vécu, tu as entièrement raison. Je voulais dire. Moi, je peux rebondir. Vas-y. Justement, pour moi, c'est aussi cette idée, de structure. Justement, j'étais inspiré par certaines traditions religieuses, notamment. Mais je vais au-delà de ça, parce qu'il y a même des études scientifiques qui prouvent, par exemple, que les couples, il y aura un meilleur bonheur et une meilleure stabilité, une plus grande chance d'aller jusqu'au bout dans les couples qui attendent le mariage pour le sexe, et dans les couples également qui attendent le mariage pour emménager ensemble. Et aujourd'hui, justement, la critique que j'ai aujourd'hui, c'est surtout, au-delà de vraiment avoir cette détermination, vraiment dire, voilà, on attend ça pour faire ça, et non, le mariage, c'est assez clair dans le christianisme, mais voilà, vous n'êtes pas forcément sur cette idée. Mais pour moi, le but, c'est surtout d'essayer de faire les choses dans le bon ordre, en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, on va dans le mauvais ordre, en fait. On fait la fin, ce qui est finalement devrait être réservé pour la femme de ta vie, ou inversement, le premier soir, en fait. Comme si c'était rien. Voilà. Je te laisse revenir là-dessus. Je dis pas aujourd'hui, ce que tu décris, c'est pas aujourd'hui, je pense que ça fait depuis 100 ans qu'on fait ça, tu vois. Même depuis. Ouais, il y avait quand même des choses différentes. Mais les valeurs de ma grand-mère sont quand même différentes. Oui, parce que le christianisme est arrivé, mais à l'époque romaine, ça fait quelques années, et en fait, on se mariait pas avant d'avoir une relation sexuelle, mais moi je comprends entièrement les valeurs qui se dégagent en fait du christianisme, et qui tendent finalement à réserver en fait le sexe après le mariage. Je peux comprendre cette volonté là. Moi j'ai une vision qui est plus complexe, c'est-à-dire que je mêle en fait la valeur à l'actualité d'une société, et j'essaie de comprendre comment est-ce que ces valeurs-là peuvent ou pas revenir. Voilà. Pour toi, c'est important pour personnellement, pour toi. Je parle bien sûr. côté individuel. Et je veux inciter les gens à se poser la question. Justement. Exactement. Moi, j'incite aussi les gens à se poser la question. Effectivement. Mais j'ai un côté en moi qui est assez rationnel, et qui me dit effectivement comment faire comment faire. C'est une bonne question d'ailleurs. Je pense ce sera peut-être la question du prochain podcast. On peut toujours en faire, ça c'est sûr. Comment faire pour convaincre une société qui depuis des décennies a été complètement désaffiliée en fait de ce genre de valeurs auquel toi tu voudrais revenir. Mais oui. Après, j'ai du mal à aussi. Je suis pas manichéen personnellement. Quand tu me demandes mon avis, je dis pas qu'il y a le bien, le mal. Je pense qu'il y a Je pense que d'un couple peut être heureux en ayant eu des relations sexuelles avant le mariage. Je pense qu'un couple peut avoir. Non, mais ensemble. Hein. Je pense que deux personnes peuvent avoir une relation avant le mariage et vivre une vie complète en étant. Je dis pas je comprends que. Mais je pense également ça. Je suis d'accord avec toi. Hein. Quand tu parles d'études, je suis d'accord avec toi. Alors je les connais pas, mais je te fais confiance. Peut-être, c'est vrai. C'est vrai que finalement, ça paraît logique que si on se réserve, on peut contre-argumenter également sur cette étude-là, parce qu'on peut dire, c'est certainement des couples de chrétiens en majorité. Voilà. Oui, nous, on est prêts à se faire challenger notre pensée de l'autre côté. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr.
Mais globalement, oui. Non, mais on est d'accord. Mais après, ouais, je nuancerais là-dessus personnellement en disant que c'est compliqué, c'est très complexe. C'est comme c'est comme l'univers en fait. C'est comme quand je regarde des documentaires sur le cosmos. C'est très complexe. Il y a pas j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment une vérité. Ça dépend encore une fois de plusieurs. Ça dépend c'est comme une mosaïque en fait. On a tous des sensibilités, des personnalités, des vécus, des traumatismes, des différents. Et en fait, c'est comme c'est comme un puzzle en fait. Ça dépend. Il faut trouver la bonne personne. Et je pense que la bonne personne existe au-delà même de. On peut avoir un couple sérieux fonder une famille au-delà même du fait de se marier ou même d'avoir une relation sexuelle avant le mariage. Je dis pas pour autant que le mariage c'est mauvais, je ne le condamne pas. Au contraire, je pense que c'est plutôt symboliquement un engagement et une forme très très belle de manifester son amour. Mais voilà, bon, en tout cas, c'est compliqué. Qu'est-ce que justement, la question peut-être que je pourrais te poser pour revenir là-dessus, c'est le jour où tu as des enfants, quel parcours tu recommanderas à ta fille, à ton fils, même, je pourrais dire, mais voilà. À mes enfants, oui. Ouais, à tes enfants. Par rapport à ça, est-ce que justement, quel type de valeur tu leur inciterais à suivre ici, voilà, pour peut-être que justement, il n'ait pas besoin de se prendre toutes les portes dans la tronche comme nous, on se les est prises. Mais je pense que parfois, tu vois, nous, on arrive à cogiter comme on cogite parce qu'on s'est peut-être pris des portes dans la tronche. Je me demande si les personnes qui ne sont jamais pris des portes dans la tronche arriveraient à cogiter comme nous. Alors, c'est un bon argument aussi. Voilà, donc je pense que c'est en tombant qu'on arrive à se relever. Donc moi, à mes enfants, je leur dirais de garder en tête quelques valeurs comme l'intégrité, le respect, le respect de soi, l'estime de soi, le respect d'autrui, la fierté, pas quand elle est mal placée, mais surtout quand elle est bien placée, la compassion, l'indulgence, l'honneur. Voilà, la force de pouvoir continuer, de se lever. Et je leur dirais que de faire avec ça, et que si jamais ça suffit pas, de pouvoir se relever, parce que de toute manière, il faut penser donc à la règle d'or aussi, puisque comme de toute façon dans ce que tu as cité, tu l'as cité finalement indirectement. Ouais. C'est ça, c'est de se dire aussi, voilà, comment je respecte l'autre. Bien sûr. Et c'est vrai que c'est compliqué, c'est très très compliqué. C'est d'engager dans le sexe, à tout du moins avant une relation. Pour la vie, on va dire. Mais ça, c'est la question entre effectivement l'animalité de l'être humain et la raison. Par contre, la force, elle est transcendante à tout cela. C'est-à-dire que un être humain qui a vécu des choses mauvaises, quand il a de la force pour se relever, il se relèvera et il commettra pas les mêmes erreurs. C'est en commettant des erreurs qu'on arrive à finalement avancer. D'ailleurs, si toi, je pense que t'es arrivé à ce niveau de réflexion, c'est que t'as commis certaines erreurs, je pense. Je pense également, mais, voilà. mais comme je te citais à certains moments, par exemple, toi sur les, voilà, par exemple, comme je disais que j'ai jamais été ivre, je n'ai jamais fumé une cigarette de ma vie, je n'ai jamais pris de drogue, et ça, toi, le discours que ma grand-mère m'a donné, donc ma mère de cœur, m'a été suffisant parce qu'elle m'a dit avec une forme d'intégrité également, puisque elle-même ne pratiquait pas ce genre de Bien sûr. Ce genre de mais tu vois, c'est marrant, c'est très intéressant finalement pour clore ce podcast, c'est que moi j'ai une question. Ah oui, après. Mais moi j'ai été ivre, j'ai fumé des cigarettes et j'ai pris de la drogue et ça nous empêche pas d'avoir une discussion très intéressante et d'être d'accord parce que je me suis relevé. Bien sûr. Mais est-ce que tu penses que tu penses que si quelqu'un te l'aurait plus présenter, je sais pas, répondre peut-être à tes interrogations, justement, parce qu'on revient sur le thème des questions. Parce que moi, justement, je me rappelle poser des questions à Noël, justement, le pourquoi du comment déjà, quand j'avais 10 ans. Je répondrais sans aucune gêne. Mes parents m'ont constamment interdit et sensibilisé par rapport à ça. Ça m'a pas empêché de le faire. Mais est-ce qu'il y a eu du questionnement derrière, toi, la question? Justement, est-ce qu'il y a du questionnement quand t'as un argument d'autorité? Je me demande, je sais pas. Ou est-ce que les parents pourraient pas plutôt dire, c'est peut-être ce qu'on veut faire aujourd'hui, justement, c'est ce que je te disais hier, la meilleure chose qu'on peut faire pour les gens, c'est finalement la meilleure chose qu'on peut faire pour les gens se posent des questions. En fait, il y a l'éducation des parents et puis il y a l'éducation de la société. Donc si on veut vraiment protéger son enfant, c'est peut-être aussi fuir les sociétés délétères. Tout du moins d'une certaine... Et déménager. Peut-être pas moi je dirais pas jusqu'à déménager parce que je pense que justement... Mais l'enfant, on va malheureusement... On doit le scolariser malheureusement. Mais heureusement, on le scolarise. Mais après,
si on le scolarise dans une école publique, eh ben, la société va transparaître dans l'éducation de l'enfant. Et il y aura une espèce de combat qui va s'annoncer entre l'éducation des parents et l'éducation de la société. Donc, effectivement, oui. Je pense que l'enfant, il faut le protéger si on veut vraiment le protéger de ces choses-là. Et la Bible ou les drag queens. Ah, c'est sûr. Non, mais tu as raison, de toute façon. Et après, justement, c'est ça aussi que j'encourage les gens. C'est pour ça, on a un narratif aujourd'hui qui est absolument dominant sur la libération sexuelle. Et c'est vrai que c'est un sujet, je pense que mes auditeurs peuvent se dire, qui revient souvent pour moi. Et c'est vraiment parce que c'est vraiment le sujet de mon cœur. C'est vraiment un sujet qui m'a fait extrêmement mal et que je pense que c'est un sujet aussi, finalement, j'ai créé du mal sur certaines personnes avec ça. Sur lequel j'aurais voulu qu'on avoir des cartes en main plus tôt. Et c'est vrai, comme je dis, moi, c'est vrai que j'ai été très sage comme personne. Ma grand-mère, elle me disait quelque chose, je lui posais 2-3 questions, et puis finalement, ça suffisait, en fait. Et comme ce que j'ai mentionné plus tôt on reviendra sur l'histoire, j'aurais préféré avoir une Bible dans les mains. Ça, bien sûr, c'est pas ma grand-mère. Et donc voilà, c'est pour ça que je voulais vraiment faire penser les gens là-dessus et se dire aussi, par exemple, ce qu'on peut utiliser, c'est le détachement, comme en thérapie cognitive comportementale. Qu'est-ce que je dirais de faire à ma fille ? Qu'est-ce que je dirais de faire à mon fils ? Et là, ça peut nous aider à prendre un pas en arrière aussi. Comme on parlait d'écrire dans un journal au plus tôt. Posez-vous des questions. Si vous pensez que ce qu'on dit, c'est complètement faux, ce n'est pas grave. Justement, on vous fait challenger votre pensée. Donc comme ça, réfléchissez au fond de vous. Justement, si des fois ça fait mal, ça peut dire qu'il y a peut-être des choses à creuser, justement. Mais voilà, donc pour moi, c'est important Aujourd'hui, il y a un argument tellement dominant qui est individualiste, qui est la famille doit être détruite, ce qui est du néo-marxisme, puisque le néo-marxisme, tout simplement, le marxisme à la base veut détruire toutes les structures de la société, donc détruira le sens, forcément, puisque le sens fait partie de ces structures. Et la base de toutes les structures, la base, la fondation de la maison, c'est certainement la famille. Et voilà, c'est un argument aujourd'hui que je veux absolument défendre. Parce que la famille, pour moi, c'est tout. Et c'est certainement la plus belle chose que tu peux avoir. Regardez juste aussi regardez les gens dans la rue. Par exemple, la semaine dernière, il y a 2 semaines, je pense, à un moment, je vois des jeunes scouts qui courent vers leurs parents ou qui rentrent en vélo même. Et là, il y a des grands sourires sur tout le monde. Et à chaque fois que tu vois des gens dans les familles, tu vois des grands sourires. Et à chaque fois que tu vois des gens qui sont tout seuls, tu vois des tronches. Toi. Et ce n'est pas une étude scientifique, mais je pense que c'est suffisant pour dire qu'il y a quand même une vérité là-dedans. Non, je comprends. Je suis d'accord. Et donc après, je voulais dernière question là, pour clôturer. Qu'est-ce que la vraie masculinité et la vraie féminité ? Je vais être très bref là, moi, pour le coup. Je pense qu'il faut pas essayer de ressembler à l'autre. Je pense qu'il faut assumer sa propre identité masculine et féminine. Je pense qu'on a des qualités qui sont différentes. Je pense qu'il y a des qualités qui sont différentes et complémentaires, forcément. Donc, je pense que l'idée, c'est de se complémenter, c'est de se compléter, c'est de se retrouver, de fusionner et de former ce qu'on appelle le tout. C'est comme le yin et le yang, voilà. Je pense pas qu'une femme puisse être un homme et qu'un homme puisse être une femme. On a tous une sensibilité soit féminine, soit masculine. Effectivement, je suis d'accord. Un homme, dans sa masculinité, va avoir certaines facettes féminines et une femme, dans sa féminité, va avoir certaines facettes masculines. Mais moi, je pense que le but n'étant pas de dire à un homme qui peut être une femme comme ça, en 2 coups de cuillère à peau, en une simple chirurgie, voilà. Et une femme ne peut pas devenir un homme comme ça, etc. Même si certains courants aujourd'hui tendent à nous prouver le contraire, mais je pense que ces personnes-là elles-mêmes ne sont pas en phase avec ce qu'elles veulent promouvoir. Quand elles rentrent, je pense, chez elles se posent 2-3 questions et elles ouvrent les yeux. Et de toute manière, il faut, comme dirait le fameux personnage de OSS, on en reparlera quand il faudra porter quelque chose de lourd. Non, ça c'était une blague. Je veux dire, il faut pas m'en tenir rigueur. Ce que je veux dire, c'est que les femmes ont des qualités que les hommes n'ont pas.
Et que les hommes ont des qualités que les femmes n'ont pas. Les femmes sont plus dans la psychologie, dans l'intuition, dans la sensibilité, dans l'affection, qui sont des qualités toutes magnifiques. L'homme un peu plus dans la force, l'autorité, voilà, la brutalité qui peut servir, parce que ouais, quand une femme se fait agresser, elle est bien contente qu'un homme vienne la défendre et qu'il fasse preuve de brutalité contre l'oppresseur. Voilà. Donc en gros, voilà, ce que je veux dire, c'est que chacun ses qualités. Il faut chacun être fier de ses qualités, fier de son identité, et ne pas vouloir d'assumer son identité, assumer son identité de femme, être en raccord avec la femme qu'on est, être aussi du coup raccord avec l'homme qu'on est, et vouloir trouver sa moitié pour former deux chairs le tout du l'absolu en fait, voilà. Une forme de complémentarité. Voilà mon avis. Non, c'est un avis sur lequel je ne peux que être d'accord, Achille. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est surtout ce problème qu'on a eu, c'est qu'il y a eu aussi une volonté un peu presque de monter les uns contre les autres. Et ça nous aide pas. Ça nous aide pas du tout, ce discours. Et voilà, quand on voit les personnes, ça démontre plus finalement que en voulant être une personne que nous ne sommes pas nous-mêmes, tout le monde devient malheureux. À qui ça profite, ça? Ça, c'est toujours un thème pour un autre épisode, mais vous avez très bien une idée d'à qui ça profite. Et donc voilà, si vous êtes un homme, soyez fiers de votre masculinité. Votre masculinité, c'est votre capacité pour agression également. Une capacité, encore en revenant sur les archétypes plus tôt, l'homme, justement, vertueux, il a cette capacité pour agression. Par contre, il a cette capacité qui est contrôlée. Par exemple, il a une capacité pour agression qu'il peut utiliser pour défendre sa famille. Mais il ne sera pas incontrôlé que c'est lui-même qui va attaquer sa famille, en fait. Ça c'est intéressant. Et voilà, et la femme, on sait qu'il y a un côté absolument, une capacité à comprendre les émotions d'une autre personne qui est fantastique. Très, très intuitive. Très connectée à son propre corps. Et ensemble, il y a vraiment une possibilité de créer quelque chose de plus grand, ce qui s'appelle une famille. Ouais, je suis d'accord. Et voilà, et n'ayez pas... Faites attention Posez-vous vraiment la question, est-ce que c'est vraiment moi qui le veux? C'est vraiment moi qui le veux comme ça? Si vous êtes un homme, est-ce que c'est vraiment moi qui ai envie de fermer ma tronche toute la journée comme ça et de ne pas finalement protéger ni apporter la soupe à la maison? Et si vous êtes une femme, voilà, est-ce que mon but dans la vie, c'est vraiment de poursuivre une carrière et délaisser la famille ou peut-être la passer en second plan? Genre, comme je disais la dernière fois, scientifiquement et d'expérience, je pense que à la fois pour un homme et une femme, pour les deux, c'est une erreur de placer la carrière devant la famille. Pour les deux. Et si vous êtes une femme, si vous n'avez pas envie de travailler à l'intérieur de vous, pourquoi le feriez-vous? Trouvez l'homme qui est complémentaire pour vous. Il y a certainement un homme qui veut vous donner cette chance. Parce que quand un homme il est bon, il est aligné avec lui-même, ce qu'il a juste envie de faire, c'est de se tuer tous les jours pour vous. C'est tous les jours mourir. Et la plus belle chose qu'il peut faire, c'est revenir à la maison, avoir votre sourire et le sourire des enfants. Voilà. Donc voilà, vous pourriez vous poser donc, sur ces 4 questions. Et donc voilà. Je peux également vous laisser avec une question ouverte pour terminer. Quelle vérité auriez-vous voulu connaître plus tôt? Vous pouvez également dire quelle vérité voudrais-je donner au monde? Voilà. C'est une façon alternative de voir les choses. Voilà. Sortez vos stylos, sortez vos papiers ou prenez un journal et commencez à écrire dans votre journal et réfléchissez. Réfléchir sur ce que vous voulez. Arrêtez de vivre une existence automatique et allez réellement chercher qui vous êtes au fond de vous. Et votre corps, si vous êtes dans votre corps, c'est probablement que vous devez être dans votre corps. Probablement pas besoin de changer. Et voilà, je voulais laisser les gens là-dessus. T'as un petit message, un petit mot de la fin? Non, pas vraiment. Je vous souhaite tous une bonne soirée, bonne écoute et puis à très bientôt.
Voilà. En tout cas, merci Achille pour ce podcast. Avec grand plaisir, Je trouve que la discussion a été assez productive. bien sûr. Toujours un plaisir. C'est même plus productif, je pense, quand on se met en format podcast comme ça que plutôt dans la vie de tous les jours. Après, ça nous oblige à concentrer Je suis pas d'accord, mais c'est... Ok, ça marche, on en redébattra. Moi, j'ai beaucoup aimé en tout cas. Moi aussi. Et voilà, donc merci à tous. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à nous les faire revenir. Si ça vous aide dans la vie, n'hésitez surtout pas à nous les faire revenir également. Ça nous fait plaisir. Et voilà. Réfléchissez. C'est le mot de la fin. Bonne soirée.